Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. La fois dernière, nous avions évoqué le sommet du G20 qui devait se tenir à Johannesburg, en Afrique du Sud, le sommet que les États-Unis ont décidé de boycotter. Mais vous le savez, le sommet a bien eu lieu, il y a des résolutions qui ont été prises. Et ce qui a marqué les esprits, c'est que normalement, il y a des déclarations qui sont faites à l'issue de tels sommets. Mais la déclaration de Johannesburg, justement, a été adoptée à l'unanimité au premier jour. Ça veut dire à samedi 23. Ce qui a étonné, puisque justement, normalement, une telle déclaration vient couronner les discussions qui ont eu lieu. Et la déclaration a été adoptée avant les discussions proprement dites. Ce qui est étonnant. C'était une façon de dire aux États-Unis, malgré tout ce que vous faites, mais malgré tous vos efforts, malgré toute votre volonté de saboter notre sommet, nous soutenons quand même l'Afrique du Sud et nous adoptons la déclaration qu'elle a préparée. Une déclaration sans débat, c'est quand même un peu surprenant aussi. Mais le sommet a eu lieu et ça a été un succès. Bien entendu, le sommet du G20, nous le disions, c'est une organisation informelle qui n'est reconnue qui n'est pas reconnue dans le cadre du droit international, mais on sait que puisque justement les membres de cette organisation, tout comme le G7, comme les membres de ces organisations sont des pays très puissants, les décisions qui sont prises s'imposent. Pas juridiquement, mais ces décisions s'imposent de fait, puisque justement c'est les grands et puis les autres pays n'ont qu'à suivre. Sur le papier, c'est ça. Mais aujourd'hui, nous voulions également évoquer notre sommet. Un sommet qui s'est tenu ce week-end également. Non, non, le sommet qui s'est tenu lundi et mardi. Ça veut dire 24 et 25 novembre 2025. Et c'est le sommet qui s'est tenu à Luanda, en Angola, et qui réunissait l'Union européenne et l'Union africaine. C'est un sommet conjoint Union africaine, Union européenne. C'est le 7e sommet de ce genre depuis la création de l'Union africaine en 2000. Ça veut dire que c'est une réunion, une rencontre qui vise à renforcer les liens de partenariat et de coopération entre les deux organisations régionales. Il s'agissait pour cette fois-ci de faire en sorte justement les thèmes qui ont été retenus, c'était la paix, c'était la sécurité et c'était les échanges économiques. Et ce sont des sujets également qui avaient été débattus dans le cadre du sommet du G20 à Johannesburg. On peut dire que c'est un doublon. Mais ce n'est pas un doublon puisque les membres du G20 ne sont pas les membres des deux organisations régionales. Mais ce que nous voulons dire aujourd'hui, puisque nous avons suivi bien sûr les déclarations des uns et des autres, nous avons suivi les débats qui ont eu lieu, même si ça s'est réduit au strict minimum, mais tout de même, il y a eu un cadre de discussion et les gens ont échangé. Et je dois répéter que quand on se rencontre, c'est déjà positif. Quel que soit le thème retenu, quand les gens se rencontrent, ça veut dire des représentants de différents pays, des représentants des organisations, quand les gens décident de se rencontrer physiquement, déjà, comme c'était le cas à Luanda, c'est déjà quelque chose de très positif, puisque le monde est normalement, les relations internationales se font dans le cadre des dialogues, et justement, les rencontres servent à ça, puisque les gens doivent se rencontrer, se parler, discuter, même s'ils ne sont pas d'accord. On ne peut pas être d'accord sur tout, mais normalement, quand les gens se rencontrent et discutent, c'est déjà un signe positif. Alors, pour ce qui est des deux organisations, il faudrait en dire un mot. Puisque on dit les appellations, c'est l'Union africaine, c'est l'Union européenne, mais quand on voit l'histoire, quand on voit le fonctionnement, quand on voit même les objectifs,
ce sont deux organisations totalement différentes. Pour commencer, commençons par l'Union européenne. Et pourquoi est-ce que l'Union européenne a été créée? Au départ, c'était l'Union économique en Europe. Ça a été créé dans les années 50. Pourquoi ça a été créé? C'était pour éviter les guerres. Le continent européen sortait des années de conflits meurtriers. Vous savez, en 1870, il y a eu un conflit meurtrier entre l'Allemagne et la France. Et puis après, il y a eu la Première Guerre mondiale et ça n'est suivi la Deuxième Guerre mondiale. Et les gens s'affrontaient sauvagement. Ça a fait beaucoup, beaucoup de millions de morts. Alors les gens se sont retrouvés autour d'une table, ils ont dit, il faut que nous puissions faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerre sur le continent européen. Et comme ils voyaient que les causes des guerres sont liées plutôt à l'économie, ils se sont dit, on va mutualiser les ressources. Ils ont commencé, c'était au départ 6 pays, c'était la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. C'était 6 pays au départ et qui se sont assis ensemble et qui ont créé cette union. Mais au départ, ils ont mutualisé les ressources. Ils ont mutualisé d'abord l'acier et le charbon. Ça veut dire l'exploitation de l'acier et l'exploitation du charbon. Et ça a marché, l'Union a continué à se développer. Vous voyez ce qu'elle est devenue. Maintenant, ils ont créé une monnaie unique. Maintenant, ils ont créé un espace commun de voyage comme Schengen. Donc, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de succès. Et puis, l'objectif, justement, comme c'était d'éviter les guerres, ça fait maintenant 80 ans qu'il n'y a pas eu de, de guerre, de conflit, et surtout entre la France et l'Allemagne, puisque c'était les deux ennemis intimes. Et voilà. Et donc, on peut dire que globalement, l'Union européenne est parvenue à vaincre les guerres et c'était l'objectif principal qui avait motivé sa création. Maintenant, quand on va sur le continent africain, justement, qui nous intéresse, le continent africain, au lendemain de la décolonisation, ce qu'on a appelé la période de décolonisation, ça veut dire les années 60, pratiquement, il y a eu des gens qui ont pensé qu'il fallait créer un espace de solidarité pour qu'on se serre les coudes et que les gens puissent se développer ensemble. Les pays africains puissent se développer ensemble. Et ces pionniers, justement, de la solidarité africaine et de l'Union africaine, on peut dire, comme Kwame Nkrumah, comme le Camerounais Félix Oumouyobé, ils avaient proposé, eux, du moins ces deux personnalités-là, ils avaient proposé la création des États-Unis d'Afrique, un État fédéral sur le continent africain. Ils pensaient que ça devait aller beaucoup mieux, que justement les gens se serrent les coudes, qu'ils adoptent des principes de démocratie, que les gens se développent, puisqu'ils voyaient qu'il y avait des potentialités énormes en Afrique, et donc qu'il fallait d'abord militer pour la souveraineté du continent et puis le développement économique. C'était des visions lointaines. Mais cela n'a pas marché. Pourquoi justement les pays européens qui sont maintenant des membres éminents de cette union partenaire qui est l'Union européenne s'y sont farouchement opposés. Et d'ailleurs, tous ceux qui étaient pour la création des États-Unis d'Afrique ont été sauvagement assassinés. Il y a eu des coups d'État sanglants en Afrique, vous le savez. Et puis finalement, à la place des États-Unis d'Afrique, on a vu la création en 1963 de ce qu'on a appelé l'Organisation de l'Unité africaine sur proposition du roi éthiopien Haïlé Sélassié. En 1963, il y a eu la création de l'Organisation de l'Unité africaine, dont le siège maintenant, comme l'Union africaine, dont le siège était à Addis Abeba, tout comme le siège de l'Union africaine maintenant. Mais ce qu'on a vu
si on suit l'histoire, c'est que depuis sa création, cette organisation de l'unité africaine, l'OUA, n'a été en réalité qu'un club de dictateurs qui se foutaient des intérêts des peuples. C'était un club de dictateurs. Même quand on essaie de voir maintenant l'Union africaine d'aujourd'hui, on voit que partiellement, cette organisation est composée de dictateurs. Et quand on dit dictateur, c'est quoi? Ça veut dire tout simplement, il y a des gens qui sont au pouvoir, mais qui se foutent carrément des intérêts de leur peuple. Quand ils sont là, ils ne représentent qu'eux-mêmes. Ils ne militent que pour leurs propres intérêts. Et c'est ça, justement, qui a freiné le développement du continent africain. Parce que on ne milite pas, on ne veut pas les intérêts de tout un pays, on milite tout simplement pour sa propre personne. Et c'est ce qui a freiné le développement de l'Afrique. Alors, quand on essaie de voir maintenant, par exemple, en l'an 2000, lorsque on a proposé la création de l'Union africaine à la place de l'OUA, l'une des personnalités éminentes qui était pour justement l'Union africaine, il s'agissait de Muammar Kadhafi, le président libyen d'alors. Mais quand on essaie de voir le président libyen d'alors, lorsqu'il a fait cette proposition à Tripoli, la capitale libyenne, il y avait des événements douloureux. Les Libyens étaient en train de s'en prendre aux ressortissants des pays subsahariens, des Noirs. Il y a eu, à l'an 2000, il y a eu beaucoup de massacres des Noirs à Tripoli. Au moment même où le président libyen était en train de proposer la création de l'Union africaine, certains ressortissants de son pays étaient en train de massacrer d'autres Africains. Et le président libyen, Muammar Kadhafi, n'a jamais condamné ces massacres. Vous voyez le frein essentiel de ce qu'on peut appeler l'union, mais qui n'en est pas une en réalité. C'est qu'il n'y a pas de solidarité véritable entre les peuples africains, puisqu'il n'y a pas de lien. Il y a des gens de l'Afrique du Nord qui ne voient pas les ressortissants des pays subsahariens comme leurs frères, puisque justement il y a des différences de peau, tout ça, de couleur de peau, mais il y a également des raisons liées à la culture, on peut le comprendre. On ne peut pas parler de l'union, donc, ce que je suis en train de dire, on ne peut pas parler de l'union lorsque rien n'a été fait pour harmoniser les points de vue des uns et des autres, les visions. Il y a des problèmes culturels, évidemment, les différences culturelles doivent rester, mais au moins on essaie de cultiver une sorte de tolérance. Or, cet effort n'a jamais été fait sur le continent africain. Et puis, il y a des problèmes, des querelles, des voisins. Les gens des pays qui sont dans un même espace géographique et qui ne s'entendaient pas pour des raisons historiques ou pour tout simplement des ressources. Et quand on ne peut pas dire, 25 ans après la création de l'Union africaine, on ne peut pas dire qu'on a une union alors qu'il y a des voisins qui se regardent en chien de faïence et des fois d'ailleurs qui se confrontent militairement. Vous voyez ce qui se passe, par exemple, dans la région des Grands Lacs. Maintenant, il y a des conflits meurtriers. La République démocratique du Congo accuse le Rwanda d'armer la rébellion du M23. Il y a la frontière entre le Burundi et le Rwanda qui est fermée. Et puis, ailleurs également, c'est pas évident. Comment on peut parler d'une union? Je parle de l'Union africaine, alors que les membres de cette union ne s'entendent pas. Alors que les voisins se tirent dessus. C'est un problème.
Voyez aussi ce qui se passe, par exemple, en Afrique de l'Ouest. Il y a maintenant 3 pays, les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui ne sont pas en odeur de sainteté avec leurs voisins. Donc, on ne peut pas parler d'union. Et quand on n'a pas d'union, on ne peut pas avoir des visions communes. Cela s'entend. J'entendais le président de la Commission de l'Union africaine, justement, énumérer, égrener ce qu'il voyait comme la vision africaine commune. À la montée du terrorisme et de l'extrémisme et à la dévitalisation du droit international. Certes, l'Afrique est en proie avec ses propres crises politiques, sécuritaires et développementales. Cependant, nos dirigeants ont depuis plusieurs décennies pensé et tracé la voie à suivre pour réaliser l'ambition d'une Afrique pacifique, intégrée et prospère. Il s'agit de l'agenda 2063. Mais dans un contexte de polarisation internationale accrue, l'Afrique doit se positionner. Ce 7e sommet Union africaine-Union européenne se tient donc dans un contexte où le multilatéralisme est échaudé, les règles de l'OMC écartelées et les actions du Conseil de sécurité des Nations unies limitées en raison de conflits d'intérêts et d'antagonismes entre les grands décideurs. À ce titre, l'Afrique continue à exiger sa place autour de cette table. Nous sommes devenus membres à part entière du G20. D'ailleurs, je tiens à féliciter l'Afrique du Sud, qui a porté haut les ambitions du continent à Johannesburg il y a quelques jours. Nous exigeons notre place au Conseil de sécurité des Nations unies sur la base du consensus des Elouénis. Et nous demandons une représentation équitable dans les instances financières internationales. En effet, et au-delà du voisinage géographique, l'Afrique et l'Europe partagent une histoire, mais surtout des intérêts communs multidimensionnels. Et nous sommes des partenaires de longue date. Notre continent compte sur l'Europe pour intensifier les investissements dans les projets structurants, les corridors, la transition énergétique et la transformation agro-industrielle doivent faire son chemin à travers le compact avec l'Afrique ou le Global Gateway. Par ailleurs, l'Afrique appelle à une réforme de l'architecture financière internationale afin de réduire le coût du capital et faciliter l'accès à des financements conséquents. L'Europe doit y jouer un rôle central. Notre continent demande une révision des conditions de gestion de sa dette pour la rendre plus soutenable. Il existe pour cela la position africaine commune sur la dette. L'Afrique appelle aussi à une justice climatique pour qu'enfin nos plans d'adaptation puissent être financés comme il se doit. Enfin, notre continent sollicite une collaboration et une coopération véritable afin de réduire la fracture numérique. Voilà, c'est ce qu'il dit. Mais en réalité, justement, ce n'est pas pareil. Et puis, j'ai suivi avec intérêt ce que disait le président sénégalais, qui mettait sur la table, évidemment, ce qu'il conviendrait de faire pour que les deux organisations régionales, l'Union africaine et l'Union européenne, puissent converger ensemble vers un avenir commun. Premièrement, soutenir l'architecture africaine de paix et de sécurité et l'architecture africaine de gouvernance en tant qu'instrument essentiel de prévention, de gestion et de résolution du conflit sur le continent. Deuxièmement, la révision de la doctrine des opérations de soutien à la paix en Afrique et des mandats et règles d'engagement, ainsi que l'intégration pleine de la lutte contre le terrorisme dans les opérations de paix onusiennes et africaines. Troisièmement, une coordination renforcée des efforts régionaux et internationaux pour lutter efficacement contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et les trafics illicites. L'accent doit être mis dans la lutte contre le terrorisme qui risque de déstabiliser tout le Sahel et constitue une réelle menace à l'existence des États. Quatrièmement,
œuvrer en faveur d'un financement prévisible, pérenne et adéquat des opérations de soutien à la paix en Afrique. Et cinquièmement, développer des actions de prévention des crises et de promotion d'une paix durable sur la base d'investissements mettant l'humain au centre des priorités. Mais là aussi, vous avez compris que c'est très compliqué. Pourquoi est-ce que c'est compliqué justement? C'est que malgré cette unité affichée, malgré ce partenariat gagnant-gagnant entre l'Union africaine et l'Union européenne, il y a des intérêts des uns et des autres qui sont cachés. Puisque nous le savons maintenant, nous parlions tout à l'heure des conflits sur le continent africain, mais qui est derrière ces conflits africains? Ce sont certains pays occidentaux, dont certains agissent dans le cadre des organisations mafieuses, qui viennent évidemment perturber la paix sur le continent africain, dans le cadre des intérêts économiques. Tant qu'on n'a pas mis fin à tous ces agissements-là, on ne peut pas parler de partenariat gagnant-gagnant entre l'Europe et l'Union africaine. D'abord, nous avons nos problèmes sur le continent africain, justement, des problèmes qui sont liés à nos cultures, à nos guerres, à notre mode de gouvernance et surtout puisque les gens arrivent au pouvoir sans avoir été élus et ils font tout ce qu'ils veulent pour leur peuple et on ne peut pas dire qu'ils sont conscients des réels problèmes de leur population. Et quand on n'est pas conscient de ce que veut réellement la population, puisque vous ne représentez que vous-même, évidemment, vous direz ce que vous voulez, mais il n'y aura pas d'union, puisqu'en Europe, c'est pas la même chose. L'Union européenne, les dirigeants, les représentants sont réellement des représentants élus par leur peuple, puisque justement en Europe, c'est un système démocratique qui fonctionne. Il y a des membres de la Commission. Il y a également, par exemple, le Parlement européen qui fonctionne. Rien, tout n'est pas parfait, mais ça fonctionne. Et les députés européens sont élus. Ils sont élus dans le cadre des élections organisées par chaque pays démocratiquement et qui vont représenter ce pays au Parlement européen. En Afrique, c'est pas pareil. Et donc, on voit qu'en Afrique, les pays agissent toujours pour leurs propres intérêts, des fois avec des alliances ponctuelles. Le continent reste morcelé. On voit que, par exemple, l'Afrique de l'Ouest n'a rien à voir avec l'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est peut-être qui peut être très proche avec l'Afrique australe, mais il y a quand même beaucoup de différences, alors que l'Union africaine aurait dû travailler là-dessus pour que on parvienne à avoir une même ligne de conduite. C'est pas le cas actuellement. Je parlais des guerres entre voisins. Mais voyez par exemple au Soudan, des guerres civiles. Des guerres civiles au Soudan. La guerre civile au Soudan. Il y a la guerre civile au Soudan, il y a la guerre civile au Congo, en République démocratique du Congo, mais il y a aussi d'autres conflits latents qui ne favorisent pas, bien sûr, le bon fonctionnement de l'Union africaine. Et puis, il y a des problèmes de souveraineté. L'Union africaine, maintenant, est subventionnée par l'Union européenne dans le cadre du budget de fonctionnement. Comment pouvez-vous être souverain lorsque vous n'arrivez même pas? Vous savez que l'Union européenne est composée de 27 États membres après le départ de la Grande-Bretagne. L'Union africaine est composée de 54 États, ça veut dire le double. Mais c'est l'Union européenne qui vient subventionner l'Union africaine dans le cadre du budget de fonctionnement.
C'est quand même honteux. On devrait avoir honte que 54 États ne parviennent pas à récolter, à mettre ensemble, à mutualiser l'argent nécessaire pour le bon fonctionnement du siège ou des bureaux des représentants de l'organisation de l'Union africaine. C'est honteux. Et puis on parlait également à Luanda, on parlait des partenariats gagnant-gagnant, des partenariats économiques. Puisqu'ils en sont conscients, au moins ils l'ont dit publiquement, les échanges commerciaux entre les deux continents sont déséquilibrés. Vous le savez, l'Afrique exporte surtout les matières premières, l'or, le coltan, le cobalt, le pétrole, j'en passe. Et puis, il y a par exemple le cacao également. Et puis, on va importer maintenant les produits finis à des prix exorbitants. Donc, vous avez par exemple la Côte d'Ivoire, qui est l'un des plus grands producteurs du cacao au monde. La Côte d'Ivoire va exporter le cacao, puis après va importer le chocolat. Et donc maintenant, les efforts qui sont en train d'être consentis, et là c'est un pas, au moins on en est conscient, c'est que les matières premières en Afrique puissent être transformées en Afrique sur place. Et cela, bien évidemment, créerait des emplois. Vous savez que les pays africains connaissent beaucoup de problèmes de chômage. Ça, c'est positif. Au moins, ce sont des efforts. Même si on n'aboutit pas à de bons résultats, mais au moins, on aura essayé. Et l'Union européenne est en train de voir comment épauler l'Afrique dans ce cadre. Mais est-ce que l'Union européenne est sincère quand elle s'engage dans de telles voies? C'est très compliqué. C'est très compliqué puisque justement, quand il s'agit des intérêts économiques des pays, il y a ce qui est dit publiquement, mais il y a aussi des fourches codines. Regardez par exemple Total. Total, c'est une grande entreprise énergétique française. C'est l'une des grandes compagnies énergétiques au monde. Quand il y a eu des problèmes au Mozambique avec les insurgés islamistes, Total a dû fermer ses bureaux là-bas puisque justement il y avait des problèmes de sécurité. Mais cela pouvait être résolu dans le cadre de ce partenariat Union africaine, Union européenne. Mais Total a préféré, avec l'appui justement de la France, passer par d'autres voies qui ne sont pas d'ailleurs reconnues officiellement. Ça veut dire la France a sollicité le Rwanda pour que l'armée rwandaise intervienne au Mozambique, mais cela passe par les accords entre le Mozambique et le Rwanda. On ne parlait pas de la France, on ne parlait pas de Total Énergie. Pour ça, justement, quand vous ne passez pas par des canaux bien connus, officiels, ça veut dire qu'il y a quelque chose à cacher. Et s'il y a quelque chose à cacher, évidemment, cela ne favorise pas le partenariat dont il était question à Luanda. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Donc, il faudra que il faudra que les gens apprennent à se parler de façon sincère. Or, maintenant, les gens se parlent dans des langages diplomatiques, avec des phrases alambiquées qui ne veulent rien dire. Mais pour que des pays continuent de militer pour leurs propres intérêts au détriment d'autres pays. Et donc, ce que je suis en train de dire maintenant, même si je disais au début que quand on se parle, c'est très bien, mais je dis tout simplement que pour qu'on arrive à ce partenariat
bien vu d'ailleurs, entre l'Union africaine et l'Union européenne, le chemin est encore long. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes à régler. Il faut d'abord apprendre à se dire la vérité. Il faut d'abord, sur le continent africain, sans parler d'autres pays, sans parler d'autres pays du continent européen, il faudra d'abord que les Africains eux-mêmes arrivent à parler un même langage et sur le plan de la diplomatie, mais également arrivent à se comprendre eux-mêmes, à régler les problèmes internes du continent africain, arrêter les guerres, arrêter les conflits. Sans ça, évidemment, l'Union africaine ne servira à rien. Et si l'Union africaine ne sert à rien, le partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne ne servira non plus à rien. Voilà. Donc, il faudra d'abord qu'on en arrive à arrondir les angles, à faire en sorte que les problèmes soient réglés et que l'Union européenne, si vraiment elle est intéressée, aide les pays africains d'abord à avoir une gouvernance qui convient aux populations africaines. Si vous le savez, on voit souvent quand il y a des élections quelque part dans un pays donné, l'Union européenne envoie des observateurs qui viennent voir comment se déroulent les élections. On voit d'ailleurs que dans certains pays, il y a eu des triches bien vues, bien connues. Mais les observateurs de l'Union européenne, qui sont corrompus la plupart du temps, apportent des rapports favorables au bon déroulement des élections. Alors, dans ce cadre-là, justement, vous ne pouvez pas dire que vous aidez les pays africains à se développer, à avoir des gouvernances qui conviennent, alors même que vous allez en Afrique pour être corrompus. Ce que vous ne faites pas chez vous en Europe, hein. Vous allez le faire en Afrique et avec la corruption, vous soutenez les dirigeants qui volent les voix du peuple, qui sont élus de façon frauduleuse. Voilà. Et donc, il y a des problèmes à régler, mais tout simplement, il faut saluer du moins cette initiative de partenariat entre l'Afrique et l'Europe. Si ça peut marcher, tant mieux. Mais pour l'instant, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faudra encore du temps. Le chemin est encore long et il faudra des efforts des uns et des autres. Il faudra que les gens apprennent à se parler sincèrement et puis après que ce partenariat aille dans le cadre des intérêts des populations, non pas dans le cadre des intérêts des dirigeants maintenant qui ne sont là que pour leurs propres intérêts. Il faudrait que tout ça se fasse dans le cadre des intérêts des peuples. C'est ce qu'il convient de faire. Et si on y arrive, ce sera une très bonne chose. Et voilà, mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets.